Bonsoir à tous, merci encore une fois d'être présents ce soir pour écouter cette émission un peu spéciale. Pour débattre avec nous ce soir, j'accueille Antoine Morin qui est donc journaliste et commentateur pour Foot Plus et Beansport. Salut Antoine. Salut les gars. J'accueille également Barty qui est un ex de God Save the Queen, de God Save the Queen, God Save the Foot, pardon. Salut Barty. Salut à tous. Et donc, j'accueille aussi Max de la page de Arsenal French Club. Max qui est le président de l'association. Salut Max. Bonsoir tout le monde. Et donc, on va juste rapidement parler un peu de l'Europa League, juste pour faire le point sur la qualification d'Arsenal. Donc, les Gunners ont gagné ce soir 4-2 face à Dundalk. Donc, 6 victoires en 6 matchs. 18 points, 20 buts, 5 concédés, un perfect en Europa League, donc voilà, les Gunners sont qualifiés. On parlera peut-être plus tard des potentiels adversaires en 16e de finale pour Arsenal, mais l'actualité de ce soir, le podcast de ce soir, c'est plutôt sur un peu tous les sujets de fond, les sujets d'actualité autour d'Arsenal en ce moment, avec l'Europa League forcément et la Première Ligue. Pour commencer, on va faire un petit tour de table, un peu comme d'habitude. La question de ce tour de table, elle va être un peu plus compliquée. Max, je vais me tourner d'abord vers toi, vu que tu t'es un peu plus préparé à cette question. Pour toi, quel est un peu le plus gros problème à Arsenal en ce moment, pour commencer un peu ce tour de table? Le plus gros problème, c'est justement, je pense, l'accumulation de plusieurs petits problèmes qui sont là depuis de nombreuses années. Je pense il y a un chantier qui est tel que c'est compliqué d'être sur tous les fronts en même temps, parce qu'il faut aussi essayer de maintenir une certaine cohérence dans les résultats et dans les prestations, mais en même temps, il faut aussi pouvoir pouvoir faire progresser tes joueurs et continuer le travail de fond qu'a commencé à mener Arteta. Donc forcément, je peux pas être au four et au moulin. Là, évidemment, après, il y a eu aussi l'effet un petit peu ascenseur émotionnel entre les débuts, le titre en Cup, le Community Shield. Après, on a commencé à plonger. La régularité, on l'a perdue. C'est là où c'est difficile de ressortir la tête de l'eau. Là, le plus gros problème à l'heure actuelle, c'est retrouver la confiance pour tout le monde. Euh, Et c'est ça, ouais, qui est compliqué à l'heure actuelle. Antoine, c'est un peu ça aussi le plus gros problème que tu peux pointer du doigt, on va dire, à Arsenal, c'est ce manque de confiance en ce moment, ou c'est autre chose? Ouais, alors est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est un manque de niveau? Moi, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi une équipe qui était sur une dynamique plutôt bonne entre la fin du restart avec la Cup et même le début de saison qui est plutôt correct, hormis la défaite à Liverpool, et tu vas même gagner à Old Trafford. Et finalement, depuis qu'ils ont gagné à Old Trafford, ils ont éteint la lumière et il n'y a plus rien. J'ai du mal à m'expliquer ce changement-là, euh, hormis le problème plus général d'avoir aujourd'hui un effectif qui n'est pas digne de ce que doit être Arsenal avec l'histoire et les ambitions de ce club-là. Mais ça, c'est un problème qui date d'il y a tellement longtemps que finalement, on en a aujourd'hui les conséquences immédiates. Mais je dirais que j'ai un peu du mal à m'expliquer pourquoi tout d'un coup tout s'est arrêté alors que ça allait quand même globalement plutôt bien depuis le restart. Barty, toi, comment tu expliques voilà, ce changement un peu de dynamique depuis quelques semaines, et c'est quoi un peu le plus gros problème que tu peux pointer du doigt à Arsenal en ce moment? Le plus gros problème, pareil, je suis un petit peu perdu comme vous sur comment on explique tout ça. Il y a un peu un faisceau facteur aussi. Il y a un manque de réussite aussi, hein. On a vu dans certains matchs où on devait la mettre au fond et on l'a pas fait. Ça aurait pu avoir un impact positif sur le moral des troupes, sur la confiance. On a notre meilleur buteur de l'année dernière qui en plante pas une. Après, on en reparlera peut-être dans un autre moment du podcast, mais c'est clairement le manque de créativité qu'on a dans notre équipe. Quand on regarde les statistiques, les maps, on s'aperçoit qu'on passe plus du tout par le centre du jeu. On passe constamment par les côtés. Arteta l'a répété en conférence de presse il n'y a pas longtemps. Donc ouais, il y a des problèmes tactiques, il y a des problèmes de joueurs en fait aussi,
des joueurs qui déçoivent, on en parlera après, mais ouais, il y a plein de choses en même temps et je suis un peu sidéré. J'étais aussi sur une euphorie, même depuis la nomination d'Arteta, où j'étais très content du nom qui sortait. Et, euh, et malgré les réussites de la FA Cup et Community Shield, c'est vrai qu'on est un petit peu tous déçus. On n'arrive pas trop à trouver les raisons. Mais je pense que voilà, il faut aussi être patient. Il faut apprendre à être patient parce que depuis le départ de Wenger, on est beaucoup dans de la réaction à chaud et on veut que tout change assez rapidement. Mais je pense qu'il faut donner du temps au temps, comme dirait l'autre. Justement, ça fait un an, presque quasiment un an que, dans 10 jours, ça fera un an que Arteta a été nommé à la tête d'Arsenal. Pour l'instant, quel bilan vous retenez, quelle empreinte Arteta a laissé sur cette première année qui est à la tête d'Arsenal, Antoine, par exemple? Bah, je suis partagé parce que finalement, on s'aperçoit il a un bilan chiffré en termes de points qui est pas si éloigné de celui d'Emery au moment où Emery saute. Donc, on peut pas vraiment parler de progression sur ce plan-là. Moi, je trouve que sur le plan du jeu et sur le plan de la solidité défensive, on a quand même vu une vraie évolution entre les débuts de l'ère Arteta et ce qu'on a pu voir pendant le restart. Et le passage au 3-4-3 avait vraiment aidé à stabiliser l'équipe et à mettre des choses en place. Et on commençait en ce début de saison à voir des choses intéressantes. Il y avait eu ce but contre City en demi-finale de Cup. Il y a eu quasiment le même but contre Liverpool en Community Shield, le même but contre Fulham en début de championnat, où ça repartait du gardien, où ça commençait à rejouer un football qui ressemblait à ce qu'on aime voir du côté d'Arsenal. Et puis finalement, à partir du moment où il y a eu la recrue qu'on attendait, qui est arrivée finalement, Thomas, on a arrêté de jouer. Donc c'est ça qui est assez paradoxal pour moi. Et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, est-ce que Arteta a voulu aller trop vite pour changer un peu le logiciel technique et tactique de l'équipe? Je sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, force est de constater que l'équipe est dans le dur en première ligue et qu'il n'y a pas il y a pas d'étincelle, il n'y a pas de solution qui sort du chapeau. Les derniers matchs se ressemblent trop à mes yeux et c'est ça qui m'inquiète. Oui, Arsenal réalise Ouais. le pire début de championnat depuis 39 ans, depuis la saison 1980-1982, si je dis pas de bêtises, en étant 15e avec seulement 13 points, 10 buts marqués, 14 encaissés, ça fait une différence de moins 4. Max, pareil, qu'est-ce que tu retiens Ouais. de la première année de Mikel Arteta à la tête des Gunners? Après, à titre personnel, oui, on a tous pu voir les statistiques comparées à celles d'Emery, mais j'ai pas envie de tomber là-dedans, ouais, de trop se focus sur les chiffres, parce que il y a des choses qui sont plus profondes et qu'il faut analyser. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est son management, c'est sa capacité à gérer son groupe, à être parfois aussi sévère. Peut-être qu'il fallait aussi, il y a des joueurs qui étaient sûrement trop dans le confort ou dans des comportements qui ne sont pas à l'image d'un club comme Arsenal, comme il l'a répété. Son habitude aussi de remettre un petit peu du respect, comme il le disait lui-même sur Arsenal, euh, de remettre aussi les valeurs et les traditions du club en avant. Donc ça, ouais, ça j'ai vraiment apprécié. Après, c'est vrai qu'il y a un chantier énorme et on s'en rend pas forcément compte parce qu'on n'est pas non plus à Colny, on n'est pas sur place, hein. Après, je pense qu'il y a énormément de travail. Peut-être que lui-même n'avait pas autant mesuré l'ampleur de la tâche qu'au niveau tactique, il a essayé énormément de choses aussi. Après, bon, il n'a pas forcément les joueurs pour mener son projet de jeu à bien en 4-3-3 pour l'instant. Il l'a répété dernièrement, il lui manque 5-6 joueurs avec des profils bien spécifiques pour établir vraiment son projet final. Donc, on sent que ça bosse, qu'on est un peu en mode laboratoire, on tente des trucs, on essaye. Peut-être qu'aussi il y a des difficultés pour les joueurs de suivre tout ça parce que il faut suivre, il faut aussi le QI foot pour suivre ces choses-là. Il faut aussi des profils physiques et techniques pour suivre. Donc
Ouais, on est dans le dur, mais de toute façon, on le savait hein, qu'on devait en passer par là. On le voit bon, très nettement ces derniers temps. Les Arteta out qui sortent, enfin, pour, au niveau du community management, c'est assez difficile pour nous de suivre parce qu'il y a beaucoup d'insultes et d'injures, mais Arsenal va pas redevenir un très grand club d'Europe en un an. C'est pas possible. On a pris énormément de retard sur d'autres clubs en première ligue. Il faut se rendre compte de l'ampleur de la tâche et il faut lui laisser du temps. Je pense que c'est une personne déjà qui aime le club, qui aime Arsenal, je pense qu'il donnera tout ce qu'il a pour faire en sorte de redorer notre écusson. Après, là, ouais, en ce moment, on est dans une période vraiment compliquée et il Alors, va falloir laisser passer ce temps-là, quoi. Alors après, justement, dans ce que tu dis, on a souvent entendu Mikel Arteta dire depuis son arrivée Trust the process. Est-ce que justement, Barty par exemple, est-ce que justement, toi, tu as toujours confiance en Mikel Arteta pour faire le job et permettre à Arsenal de redevenir un grand club en première ligue et jouer notamment les premières places sur les saisons à venir? Ah oui, moi j'ai totalement encore confiance, hein. Déjà, dès qu'il est arrivé, ce que j'ai adoré, c'est sa communication. Poser les bases assez vite. Il savait qu'il fallait remobiliser les troupes. Donc c'est vrai, je rejoins ce que disait Max hein, sur le management. Là, c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que sur l'idée de communication avec Unai Emery, on n'était pas forcément très gâtés. Enfin, c'était très compliqué pour les joueurs comme pour les supporters de comprendre forcément où voulait aller Emery. Là, avec Arteta, on a des idées quand même assez claires. Et son ambition de jeu, c'est quelque chose qui correspondrait vraiment bien à l'ADN d'Arsenal. Donc, oui, moi, pour ma part, j'ai toujours confiance et j'ai envie. Hein. J'avais pas forcément cette envie au moment d'Emery parce qu'on était lassé de Wenger. On voulait avoir des résultats assez vite. J'ai quand même envie de laisser vraiment le temps. Il faut qu'on apprenne aussi, pour beaucoup de supporters d'Arsenal, comme je voyage beaucoup sur Twitter et je vois des réactions, il faut que les supporters d'Arsenal aussi apprennent à laisser du temps à un nouvel entraîneur pour imposer, pour installer ses idées. Ce qu'ont fait les Gunners quand Wenger est arrivé. Hein. Après, c'est incomparable. Aujourd'hui, le foot a complètement changé, mais voilà, faut lui laisser du temps. Et moi, personnellement, j'y crois toujours dur comme fer. Antoine, en ce moment, Arsenal est dans une spirale négative, surtout en Première Ligue, en Europa League, c'est encore différent. Mais comment est-ce que, quand on est une grande équipe comme Arsenal, on l'a vu aussi à Manchester United, quand on est une grande équipe comme Arsenal, comment est-ce qu'on se sort d'une spirale négative comme ça? Quels sont les ingrédients pour réussir à tourner un peu la page de ces dernières semaines? C'est alors sur la saison là, il va falloir qu'Arteta trouve des ressorts, soit en changeant des hommes, soit en trouvant une autre facette tactique pour permettre à son équipe de trouver des solutions. Après, de manière plus globale, je pense que pour qu'un grand club dans le dur retrouve des couleurs, il faut les bons hommes aux bonnes places. Alors, moi, j'ai confiance en Arteta. Je n'ai pas forcément beaucoup plus confiance sur les gens qui sont autour de lui à le fonctionnement. Et après, il faut des joueurs. Pourquoi est-ce que Manchester United va mieux sur le... Ah, on a des Ouais. petits soucis de connexion pour t'entendre, Antoine. Ah, alors attends. Mais du coup, je crois que les deux dernières phrases, on n'a Là, c'est pas. mieux ou pas? Ouais, c'est beaucoup mieux, mais les deux dernières phrases, on n'a pas entendu ton raisonnement de pensée. Ouais, donc je disais, moi j'ai confiance en Arteta, un peu moins sur les personnes qui sont autour de lui, sur la direction sportive du club, et que je pense aussi que pour remonter quand tu es un grand club et que tu es un peu dans le dur, à un moment donné, il faut les bons joueurs, et si Manchester a mieux la saison dernière et a retrouvé notamment la Ligue des Champions,
Des joueurs moyens, ils ont été chercher des bons joueurs, des joueurs qui font des différences tout de suite. C'est toujours un peu compliqué, je pense, au niveau Ça coupe quand tu dis de ta Manchester, connexion, mais bizarrement. Manchester United, il veut pas l'entendre. Ta connexion, elle veut pas entendre Manchester United. Euh, donc sur ces joueurs notamment, Max, Barty, euh, est-ce que pour vous il y a un problème d'effectif à Arsenal en ce moment? Est-ce que justement on attend aussi peut-être les prochains mercato, mais je parle surtout de cet effectif-là. Les mercato qui arrivent, on en parlera plus tard. Cet effectif-là, est-ce qu'il y a un problème pour vous de joueurs, un problème de joueurs pour Arteta, pour en tout cas qu'il mette en place sa philosophie? Vas-y, je t'en prie, Bart. Ouais. Bah oui, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème d'équilibre. Euh, je pensais qu'on allait s'en sortir avec l'effectif qu'on a eu finalement à l'issue du mercato estival, mais on s'aperçoit quand même que il nous manque un joueur créatif, hein, qui crée des brèches. Alors avec l'effectif actuel, je trouve qu'on a encore une sacrée fébrilité en défense. Il y a des joueurs qui déçoivent beaucoup. J'en attendais beaucoup, par exemple, de Bellerin. Puis au final, il déçoit énormément. Il ne sait même plus faire de touche, hein. C'est un petit peu problématique quand même. Et du coup, pour en revenir à tout ça, je crois au projet d'Arteta. Et c'est vrai qu'il y a quelques choix qui nous interrogent aussi. Euh, il s'obstine sur certains joueurs. Alors je pense peut-être à Bellerin, mais aussi à Willian, par exemple. Des joueurs qui, malgré la confiance qu'accorde Arteta envers ses joueurs, ils déçoivent énormément. Il y a d'autres joueurs qui attendent impatiemment leur tour. Hein. Maitland Nice, par exemple, qui pourrait faire pas mal de choses aussi à la place de Bellerin. Pour Willian, voilà, il y a d'autres noms également. Ce qui est intéressant, c'est en Europa League où on voit des jeunes joueurs, des joueurs qui attendent justement leur place en Première Ligue qui jouent et qui déçoivent pas forcément. Alors l'adversité n'est pas la même, hein, mais voilà, par rapport à ça, oui, il y a un problème d'effectif, il y a un problème d'équipe. Ça manque de lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Je trouve qu'il y a un peu un no man's land entre la défense et l'attaque. C'est assez problématique. Et je pense honnêtement que Arteta attend impatiemment le mercato hivernal s'il peut avoir la clé également pour recruter un milieu offensif, un milieu créatif. Et ça pourrait peut-être régler pas mal de choses. Mais ce ne sera pas magique et il faudra encore une fois du temps à lui accorder. Max, pour rebondir sur ce que disait Barty, notamment sur les choix de Mikel Arteta, est-ce que ces choix qui sont parfois étranges ces dernières semaines et peut-être son entêtement à faire jouer des joueurs, notamment je pense à Willian et Bellerin comme le disait Barty, est-ce que ces choix, on va dire, amplifient l'attente des fans, en tout cas l'impatience des fans autour de son projet et entament leur confiance en lui? Est-ce que c'est aussi ça ce problème? Euh, Après, on oublie aussi que c'est un jeune entraîneur, c'est son premier poste, qu'il est passé aussi de head coach à manager, donc avec des responsabilités supplémentaires, peut-être trop d'ailleurs, comme le répétait Einstein selon son avis. Et bah, voilà, il y a peut-être trop de choses finalement qui lui sont retombées sur les mains et il galère un petit peu. Ouais, après au niveau de ses choix, on commence aussi tous à se poser des questions, à se demander pourquoi il force avec certains joueurs, pourquoi, surtout j'ai souvenir à son arrivée d'avoir parlé en bien de certains jeunes dont Reiss Nelson. Lui aussi, il dit aussi qu'il s'appuie énormément sur les jeunes, qu'il adore travailler avec les jeunes. Et moi, ces derniers matchs, je dis bah lance-les. Enfin, tu vois que tes joueurs expérimentés et soi-disant titulaires ne sont pas performants. Est-ce que c'est pas même dommageable pour ces joueurs-là de se dire bon, en ce moment t'es pas bien, tu vas aller sur le banc, tu vas te remettre un petit peu, plutôt que de forcer là-dessus et lancer des jeunes qui sont un petit peu plus insouciants et qu'on la dalle et créer aussi une espèce de compétition un peu sympa et un petit peu agréable pour tout le monde. On a l'impression qu'il a dans sa tête un noyau de joueurs sur lequel il veut s'appuyer. Il se dit, bon, finalement, ces joueurs-là ont des rôles sur lesquels j'ai envie de m'appuyer. Et finalement, il se rend compte que, bah, en fait, non.
Et c'est pour ça, là, dernièrement, quand il dit il nous faut 5-6 joueurs avec des profils bien spécifiques, ça veut dire qu'il va nous falloir des mercatos encore pour aller jusqu'à son projet final, en fait. Parce que déjà, on a beaucoup de joueurs aussi en fin de contrat, il va falloir faire un sacré tri, un sacré ménage. On peut se poser certaines questions sur certains transferts aussi. Je pense notamment à Pablo Mari. Je ne m'explique toujours pas là, à part le fait que ce soit un défenseur central gaucher, ou à pas l'intérêt d'avoir levé l'option d'achat. Peut-être, comme le disait aussi Antoine, il va falloir voir aussi avec la direction sportive, voir comment ça se passe, puisque le tandem avec Edu, ils ont l'air de tirer dans le même sens pour l'instant, mais il va falloir aussi s'activer pour justement aussi trouver ce joueur un peu créatif qui fait le lien entre notre milieu et notre attaque, parce que comme le répétait Barty, c'est le no man's land. Niveau créativité, on est à la ramasse complet. Et une chose qui m'interpelle, il, il est content qu'on fasse beaucoup de centres. D'accord, c'est très bien. Moi, j'adore les joueurs, les ailiers qui centrent. Mais si devant, tes attaquants n'ont pas un jeu de tête très intéressant, on ne peut pas dire qu'Aubameyang soit un expert au niveau du jeu de tête. Laka non plus, c'est pas sa spécialité. Ça sert à quoi d'envoyer des ballons dans la boîte si t'as personne pour les reprendre? Ça, c'est une question vraiment à laquelle j'aimerais bien avoir une réponse. Sachant que quand on avait Olivier Giroud, on ne centrait pas. Bah, c'est ça qui est complètement contradictoire. Donc, il va falloir, oui, on espère que le mercato va porter ses fruits. Je sais pas du tout si KSE va encore débloquer des fonds, je ne sais pas. Il va falloir régler aussi certains joueurs en fin de contrat qui sont peut-être poussés gentiment vers la sortie et qui vont partir cet hiver. Mais en termes de schéma de jeu et de joueurs utilisés à des postes, et Thomas Partey, pour l'instant, c'est dommage, on ne peut pas s'en servir. On a forcé pour le North London Derby, puis finalement, il s'est répété, donc on ne peut pas compter sur lui non plus. Donc voilà, Est-ce là pour l'instant, c'est compliqué, ouais. est-ce que justement il y a de grands enjeux euh, qui retombent un peu sur les épaules du duo Edu-Arteta sur les prochains mercatos? Antoine, tu parlais notamment de Manchester United et de Bruno Fernandes quand ça coupait pas trop. Est-ce que c'est ça, ces prochains mercatos qui vont être très importants pour Arsenal, notamment sur le recrutement d'un joueur typiquement comme Bruno Fernandes, ou je pense aussi à James Maddison à Leicester. Il y en a d'autres également dans le championnat anglais, mais c'est vraiment ce joueur qui nous manque. Moi, je dirais pas que c'est le seul qui nous manque. Je pense qu'on a Entre autres. on a des manques partout. C'est bien le problème. Quand Arteta il dit il manque 5-6 joueurs, 5-6 joueurs sur 11, ça fait la moitié de l'équipe. Donc voilà, c'est ça le gros problème. Aujourd'hui, il y a le gros problème d'Arsenal, c'est que quand tu prends même si tu prends le 11 type d'Arsenal, il y en a quasiment aucun qui pourrait être titulaire chez les autres membres du top 6. Et c'est ça moi, c'est ça qui me désespère. Aujourd'hui, on a un effectif qui n'est pas fait qui n'est pas assez bon et qui n'est pas assez qualitatif pour jouer les premiers rôles et pour se mêler à la lutte. On n'est pas du tout armé pour faire cette bataille-là. Et on voit bien que, ok, les jeunes en Europa League, ils se débrouillent pas mal et c'est sympa, mais c'est tellement pas du tout la même opposition qu'après, il n'y a aucune garantie sur la première ligue. Un joueur comme Willock, pour moi, c'est l'exemple parfait. En Europa League, il est très bon, il fait plaisir à voir, il est intéressant, il marque des buts, il fait des passes, tout ce que tu veux. Et quand il arrive en première ligue, déjà, il n'a pas le temps de se retourner, il n'a pas le temps de contrôler qu'il a pris un tampon, il a pris un joueur sur le dos, parce que ça va plus vite, parce que le niveau est beaucoup plus relevé. Et voilà. Sur le. Ce qu'on peut noter aussi, c'est le manque de leadership parmi nos joueurs. Bah, il n'y en a pas. C'est un truc Il y a commence pas. vraiment à m'insupporter. Tu peux prendre 8 buts en 10 minutes, personne ne réagit, personne ne gueule. On a eu, soi-disant, il y aurait eu une convocation d'Arteta avec son groupe pour discuter, mettre les choses à plat. Après, les joueurs sont restés entre eux, ça a été soi-disant un peu houleux. Finalement, derrière, il n'y a rien non plus. Même sur le terrain, il n'y a pas de réaction. Donc,
Bah, le seul qui gueule un petit peu, c'est Granit Xhaka, mais j'ai l'impression qu'il le fait quand même dans le vent, ou en tout cas, c'est pas pertinent quand il le fait, c'est plus Bah, parce qu'il est pas dans le rythme et que. c'est plus par sa personnalité, mais on n'a pas l'impression que les gens vont le suivre. C'est pas une autorité naturelle, c'est un mec qui aime gueuler, quoi. Mais je sais Je- pas, moi ça me désole même de voir David Luiz qui est censé être là pour cadrer le groupe. Bah en fait, Ah, mais David Luiz, ça n'a jamais été un leader. C'est un truc, c'est un mythe, il faut arrêter. non, mais de par son âge et son expérience, mais sinon oui, c'est pas. Non, Il mais était enfin, je veux censé dire, David apporter un Luiz, petit peu dans tous les le jeu, clubs, quoi. dans tous les... Oui, mais on a vendu ça, mais en fait, non. Je veux dire, dans tous les clubs où il est passé, David Luiz, il n'a été bon que quand il a été avec un très bon défenseur central et un vrai patron. Il a été bon à Chelsea parce qu'il y avait Terry à côté de lui et après Cahill, qui paye pas de mine, qui est pas un nom ronflant, mais qui est un vrai patron de défense. Il a été performant entre guillemets à Paris parce qu'il y avait Thiago Silva à côté de lui, qui est un vrai patron, un vrai défenseur central, un vrai leader. Mais David Luiz, ce sera jamais un leader, ce sera jamais quelqu'un Mm. avec le caractère pour rameuter. Ça, c'est une escroquerie qu'on nous a vendue, mais Techniquement, c'est je le trouve magnifique. meilleur en milieu défensif qu'en défenseur central d'ailleurs. et je- Mais oui, déjà de voir un gamin qui vient de Lille, qui c'est le patron de notre défense aussi, c'est symptomatique qu'il y a un gros problème aussi. Et C'est quand justement, même pour pas rebondir normal. sur l'enjeu des mercatos à venir, est-ce que dès cet hiver, par exemple, est-ce que Arsenal doit se pencher sur certains profils qui manquent justement à Mikel Arteta dont tu parlais, Antoine, ou est-ce que Arsenal doit attendre cet été pour peut-être avoir un peu plus d'argent, un peu plus de fonds pour recruter des joueurs peut-être plus à profil un peu plus hypé, on va dire, ou un peu plus intéressant, un peu comme Thomas Partey. Comment est-ce que ça se passe selon vous sur les prochains mercatos pour Arsenal? Bah, moi, je pense que s'il y a des possibilités cet hiver, il faut pas hésiter. J'en reviens à l'exemple que je prenais tout à l'heure avec Bruno Fernandes. À un moment donné, voilà, ils l'ont pris en janvier, il a eu un impact tout de suite. Alors il faut bien cibler, il faut être capable de trouver un joueur qui va être performant tout de suite. Et c'est ça la Mm. difficulté. Sur le Barty, est-ce que par exemple cet hiver, selon toi, est-ce que Arteta devrait recruter déjà du monde, en tout cas si les occasions se présentent? Ouais, s'il y a des occasions qui se présentent, il y a des noms qui sortent là. Orstein en a parlé aussi, là, le jeune milieu offensif de Salzbourg. Soboslai. Bon, je connais très mal, hein, personnellement. Hein, j'ai l'humilité de dire que bon, je connais rien à ce joueur-là. J'ai très rarement vu jouer. Mais ouais, ça va aussi, je pense, dépendre des départs. Et il y a un départ qu'on attend tous impatiemment, c'est Mesut Özil, hein, pour que l'histoire soit réglée quand même, parce que je pense que c'est Ça vraiment, pèse. ouais, ça pèse. Je C'est pense que ça pas pèse bien vu dans du groupe, l'effectif ouais. aussi, hein, parce que il a pas mal de copains hein, dans l'effectif, et je pense que ça pèse. Ça pèse aussi pour Arteta. Je pense que c'est une situation qu'il n'aurait pas du tout aimé à assumer, même devant la presse, etc. Je pense que c'est super compliqué. Donc, espérons qu'il parte pour que le problème soit réglé et qu'on puisse recruter derrière un joueur du même profil, hein, un peu plus travailleur quand même, hein, j'espère. Mais, euh, mais voilà, donc je pense que cet hiver, pour moi, c'est vital pour que la saison se continue d'une manière plus positive. Hein. Et, s'il y a des opportunités qui se présentent, il faut pas hésiter du tout, hein. Ça c'est clair. Est-ce qu'on est un peu quand même sur une saison, on va dire, tampon, avec encore, euh, on va dire, on se traîne pas mal de boulets dans l'effectif. Il y en a pas mal qui vont partir justement, enfin en tout cas leur contrat se termine à l'été 2021. Est-ce que c'est une saison, encore une fois, on le savait déjà que c'était une saison de transition, mais est-ce que c'est plutôt une saison tampon avec un effectif qui va se renouveler dans les prochains mercatos, voire cet été si on prend le long terme? Est-ce que c'est une saison justement tampon comme ça? Bah, c'est une Ouais, mais ça en fait basculation beaucoup des saisons pour tampons, beaucoup quoi. de joueurs, hein. C'est vrai. Ouais. Est-ce Bah, en que. même temps, accumuler des joueurs de Est-ce, niveau Moyen, moyen, eh, moyen. forcément, t'es obligé après d'attendre l'écrémage systématique tous les ans. Là, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais
par exemple, Pablo Mari, c'est jusqu'en 2024 son contrat. Voilà, on continue en fait, avec des joueurs Est-ce que, moyens, donner des contrats de 5 ans, Après, 10 ans. est-ce, Pablo Mari n'a pas suffisamment vu jouer pour avoir une idée définitive de ce garçon. Il s'est blessé quasiment tout de suite en arrivant. Donc, malheureusement, moi, j'avoue que personnellement, Pablo Mari, avant qu'il signe Arsenal, je l'avais vu jouer 2 fois en Copa Libertadores. C'est un peu trop light pour avoir une idée définitive. Euh, Après, moi, j'ai pas peur de jouer avec 2 défenseurs centraux gauchers. Donc, s'il est bon, je fais une charnière avec lui et Gabriel, c'est pas un souci. Après, Mais ça a pas l'air d'être le projet d'Arteta, ouais. Il veut vraiment non, un non, mais attaquant après, droitier, mais ouais, et, ouais. et est-ce que plus globalement, est-ce que ce qu'on est en train de dire, ça me fait penser quand même à la situation qu'on a vécue à Manchester United. Encore une fois, l'exemple est assez similaire avec à la fin de l'ère Sir Alex. Est-ce qu'on est dans les mêmes années, les premières années à United, c'était un peu compliqué aussi. Est-ce qu'on est aussi dans ces années-là à Arsenal et ça va s'améliorer on est même encore dedans à United avec parfois quand il n'y a plus Bruno Fernandes sur le terrain. Mais est-ce qu'on est aussi dans ces années-là à Arsenal à se dire on paye encore les pots cassés de la fin de la gestion Wenger sur les dernières années? Forcément. Forcément, tu peux pas tourner la page d'un entraîneur qui est resté 22 ans et qui a façonné tout le club, parce que pour le coup, Wenger a vraiment tout façonné à Arsenal. Donc, et c'est le même problème que. Alors, Ferguson avait plus ou moins essayé d'anticiper sa sortie, parce que ça faisait un moment qu'on savait que ce serait Moyes qui prendrait la suite. Alors, ça a pas marché parce qu'il n'est pas parti, je pense, au bon moment. Il a fait une saison de trop sur l'orgueil parce qu'il avait perdu le titre la saison d'avant face à City. Mais, euh, mais voilà, Arsenal n'a pas non plus bien préparé, je pense, l'après-Wenger, parce que même Wenger lui-même n'était pas sûr de quand est-ce qu'il voulait partir. Et du coup, bah, derrière, en plus, c'est forcément compliqué. il y a eu toutes les luttes intestines au sein du board pour récupérer un petit peu la mainmise sur pas mal de choses quand il est parti. Il y a eu ça aussi. Il y a encore, on le voit encore cette année, il y a eu encore beaucoup de changements au sein de l'organigramme. Donc, c'est clair que l'après Wenger, comme le disait Antoine, il n'a pas été bien géré. En même temps, c'est compliqué à gérer, hein. Donc, tu perds la personne qui gère tout, qui fait tourner le club depuis 20 piges. C'est Après, super. la fin de Wenger n'était pas bonne non plus. Avec tout le Non, respect que j'ai pour Arsène Wenger, il y a aussi non, le des, cycle n'était des pas erreurs, des erreurs et des tournants qui n'ont bon. pas été pris de son fait et qui pénalisent Ouais, aussi ouais. le club aujourd'hui. Oui, des mauvais choix, des mauvaises décisions qu'on traîne encore aujourd'hui, mais Et est-ce que justement, vous avez, pour reprendre encore finalement l'exemple de Manchester United, est-ce que vous avez aussi peur que ça fasse un peu comme à United, d'avoir cet enchaînement d'entraîneurs en faisant des. Alors, United a nommé des entraîneurs avec un nom. Mikel Arteta, c'est un jeune entraîneur, c'est un projet et c'est on va dire un pari peut-être sur le long terme. Mais est-ce que vous avez peur que si les résultats continuent à être aussi décevants, Arteta saute et qu'on enchaîne sur plusieurs entraîneurs dans les années à venir et qu'on soit un peu dans la même situation qu'United, à se retrouver avec de nombreuses années de transition, comme tu disais Antoine tout à l'heure? Ouais, enfin, moi, je le souhaite pas, ça. Surtout pas. Justement, United, ils ont fait pas mal d'erreurs dans leur choix d'entraîneur, certes, mais il faut vraiment qu'Arsenal il y ait une certaine stabilité. Ensuite, il faut assumer le choix, hein. C'est-à-dire que si tu prends Arteta en novice, hein, en head coach, en manager, il faut l'assumer jusqu'au bout, ce choix ensuite, hein, quitte à avoir des périodes de transition comme on peut vivre là en ce moment, et prendre le temps. Je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est super important qu'il y ait une stabilité, à la fois pour le club, mais aussi pour l'effectif, hein. Il faut qu'il y ait un cadre rassurant pour les joueurs. Et pour United, ce cadre, il n'était pas du tout stable. qu'il Les, en a. les entraîneurs se sont enchaînés et ils n'avaient pas tout à fait les mêmes idées aussi de jeu. Donc, il fallait d'autres profils, etc. Donc, ça a beaucoup chamboulé les choses. Alors après, je juge United, mais je connais très mal le club. Je m'y intéresse pas forcément, hein, mais pour Arsenal, c'est important qu'il y ait cette stabilité, à mon sens. Là, on lui a donné les clés du camion en plus. Et manager, donc on repart sur un style wengerien en mode bâtisseur, quoi. Donc reconstruction, donc confiance aussi. On sait que ça va prendre du temps. Les Kroenke ont débloqué des sous pour Thomas Partey, donc
Non, il va pas sauter dans les semaines ou les mois à venir, hein, non. Pourquoi faire de toute façon? Euh, Personne va arriver, même un entraîneur de renom, il va pas faire des miracles avec l'effectif qu'on a et les difficultés qu'on a. Je vois pas ce que ça. Après, bon, bah, c'est le foot moderne et c'est la société moderne où il faut tout changer quand ça va pas, mais je pense pas que ce soit judicieux de tout mettre à l'eau là. Ça sert à... Enfin non, ça sert à rien. Enfin, pas ce que vous en pensez après vous personnellement, mais pour faire quoi Non, non, moi, finalement? moi non plus, mais je pense que si Arsenal veut vraiment rebondir, il va vraiment falloir renouveler l'effectif et se mettre à retrouver des joueurs de qualité, mais de qualité Hmm. supérieure, parce que il y a trop de joueurs moyens. euh, il y a trop de joueurs moyens aujourd'hui dans l'effectif d'Arsenal pour prétendre quoi que ce soit. Et ceux qui sont censés être des bons et tirer les autres vers le haut ne le font pas, donc ne le font pas non plus. Donc voilà, c'est là où le bas blesse. Mais Ouais, c'est pas débloquer des fonds pour un joueur au mercato comme ils l'ont fait ouais, pour Partey qui ouais, c'est suffira. Il faudra deux, trois noms. Ou alors il faut vraiment bien piocher sur les joueurs qui vont être libres. Il y en a beaucoup qui vont être libres en 2021 parce qu'avec le Covid, il y a quand même pas mal de clubs qui ne pourront pas forcément renouveler. Là, il faut arriver à faire des très bons coups. Après, il va falloir Voilà, vraiment le pas comme Willian. soutien derrière de KSE Mais t'as pas le j'espère qu'il choix. commence à comprendre, hein. Mais non, après, de toute T'as façon, pas ils le peuvent pas choix. continuer à utiliser Arsenal comme leur poule aux œufs d'or et gratter les dividendes parce que au bout d'un moment, ça sera plus du tout intéressant pour leur Au bout portefeuille d'un si on moment, continue à vu couler le que foot. non mais il faut bien voir la situation. Tu as quand même Liverpool, Chelsea, City, United, Tottenham qui avancent, qui mettent des moyens. Alors Tottenham avec Levy, c'est un peu plus, c'est un peu différent parce qu'il claquera jamais Ouais, moins intéressant. 200 millions sur un mercato. Mais à côté de ça, tu as Leicester qui Everton, progresse avec Rodgers. Tu as Everton qui a des ambitions, même si je le pense que Ancelotti Wolverhampton. aura besoin d'un an ou deux. Tu as les Wolves qui sont là. Et qu'à un moment donné, tu vas reculer dans la hiérarchie au point que C'est ça. l'Europa League, gagner la Cup, tu la joueras même plus, quoi. Ben, Et ouais, c'est clair. c'est là. Alors, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que le jour où il n'y a plus rien, tu finis huitième, tu n'es pas en Coupe d'Europe, peut-être que ça va forcer aussi le propriétaire à se dire bon, bah, il faut que je renouvelle et que je change quelque chose en mettant les moyens, un peu comme Chelsea, Abramovich l'avait fait l'année où ils font n'importe quoi et Conte arrive. Et ils recrutent aussi cette année-là de façon à permettre à Conte de mettre son jeu en place tout de suite. Ils redeviennent performants dans la foulée. Mais c'est jamais quelque chose que Arsenal a trop fait, donc faut pas trop Puis compter c'était des là-dessus. Donc gros c'est pour ça que c'est investissements, quoi. important de ne pas se tromper maintenant. Ouais. Pour revenir sur l'effectif en lui-même que l'on a actuellement, quels sont un peu justement les joueurs que vous trouvez moyens, les joueurs qui depuis le début de la saison déçoivent est-ce que par exemple, j'imagine que vous allez parler d'Aubameyang, mais par exemple Bartik, toi, quels sont les joueurs qui t'ont déçu depuis le début de la saison? Moi, il y a un joueur qui m'a déçu et que j'attendais beaucoup au mercato, c'est Ceballos en fait. J'aurais aimé retrouver le Ceballos qu'on avait vu il y a quelques mois. Donc ce joueur-là m'a pas mal déçu. Alors après, faut aussi se rendre compte qu'il y a des joueurs qui déçoivent par rapport au fait que l'équipe fonctionne mal, hein. Bon, bien sûr, il y a Aubameyang qui manque d'efficacité, et puis là, on voit très clairement ses lacunes dans le jeu, hein, parce que un attaquant qui marque, c'est très bien, mais quand l'équipe va moins bien, l'attaquant doit aussi avoir ce rôle de trouver des solutions, et Aubameyang, on s'aperçoit que dans le jeu, il est limité. Donc ce serait Ceballos, Aubameyang, Bellerin, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Euh, voilà, ce serait peut-être les trois joueurs pour qui j'attendais beaucoup plus et qui me déçoivent. Bon, Willian, il me déçoit pas parce qu'en fait, dès qu'il est arrivé, je n'étais pas du tout enchanté du tout. Et donc, voilà, je n'apprécie pas ce joueur déjà de base, donc je ne vais pas être neutre là-dessus. Mais voilà, ce serait étonnamment Ceballos en fait, parce que il aurait pu apporter les choses, aussi cette créativité. Alors, c'est l'utilisation d'Arteta, hein.
qui fait ça aussi peut-être, mais la créativité, j'attendais qu'elle vienne également de Ceballos. Donc voilà, ce serait Ceballos pour moi le joueur qui me, qui me déçoit le plus pour l'instant. Max, de ton côté, quels sont un peu les joueurs qui t'ont déçu depuis le début de la saison? On a perdu Max, je crois. Du coup, Non, je Antoine. suis là, j'avais coupé. Euh, Antoine. Vas-y, Antoine. Du coup. moi, contrairement à Barty, j'avais quelques espoirs en Willian, dans le sens où c'est un joueur qui a une vraie expérience de la première ligue. Ça fait un moment qu'il est là, et c'est un joueur, moi, quand je regardais les matchs de Chelsea, qui était capable de faire des différences individuelles. Euh, il en a fait contre Fulham, et ça s'est arrêté sur ce premier match. C'est ça qui m'a un peu déçu. Après, moi, c'est globalement, c'est l'ensemble de l'équipe, mais à partir du moment où il n'y a pas de création. La création repose sur le fait que la Casette joue en faux numéro 10 quand on est en 3-4-3, et que s'il n'y a pas ça, bah, il n'y en a pas. Moi, c'est l'ensemble. Voilà, la seule satisfaction, c'est Gabriel et Tierney, qui sont pour moi les deux seuls joueurs qui sont à la hauteur à chaque match. Et malheureusement derrière, entre guillemets, je sauve personne, parce que même la Casette, quand il est sur le terrain, malheureusement, est en manque de confiance. Donc voilà, moi j'en sauve deux, et après, je mets tous les autres dans le même bateau. Max, du coup, tes joueurs qui t'ont déçu, et puis après, je vous poserai aussi la question Ouais, je des suis un joueurs petit qui ont peu été au comme niveau. Antoine. J'ai pas forcément envie de tirer à boulet rouge sur certains noms parce que c'est plus aussi au niveau de l'état d'esprit général du collectif. Après, comme le disait Antoine, il y a deux, trois gars qui arrivent à tirer leur épingle du jeu parce que ils sont Bah, il y a foutus comme Saka des aussi. poules. Ouais, Je sauve ça peut Saka être aussi. sur, Je sauve Saka aussi. sur Leno, Tierney, Gabriel, ouais, Saka. Après, Obama, on peut dire ce qu'on veut. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas marqué dans le jeu depuis le 12 12 septembre, septembre. je crois. Ouais, c'est sûr que ça pique. Bah, Et c'était derrière, Fulham. il a mis que deux buts. Ouais, c'était Fulham, ouais. Un en Europa League et un penalty contre Manchester. Mais bon, on sait tous que Obama, c'est pas quelqu'un qui crée. Si derrière, il n'y a personne, bah, ça va être compliqué pour lui. Mais non, après, il y a des mecs sur lesquels on pensait pouvoir avoir une grande confiance. Même Hector, il a quand même du mal. C'est vrai que quand on voit qu'il est même plus capable de faire des touches, ça reste quand même inquiétant. Derrière, moi, ce qui me dérange, c'est surtout il y a derrière, tu sens qu'on a deux, trois jeunes qui ont des choses à montrer. On l'a encore vu ce soir, qui ont aussi des profils un petit peu différents. Mais on a l'impression que Nickel, il veut pas les faire jouer. Enfin, il n'ose pas. Je sais pas ce qui se passe avec sa gestion des jeunes. Pourquoi ne pas les faire jouer? Pourquoi ne pas leur donner un petit peu plus d'expérience et de confiance? Après, de toute façon, si on fait une mauvaise prestation, bah, on peut toujours dire ouais, mais si c'est les jeunes, tu vois. C'est un peu con, mais Willian, ouais, après Willian, voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Tu changes de club, ça se passe pas forcément comme tu veux non plus, hein. C'est pas automatique, hein, donc non, j'ai pas forcément envie de donner comme ça des noms. C'est plus de trois types sur lesquels tu sens que tu peux partir à la guerre avec. Sinon, le reste, comme lui dit Antoine, ça sert à rien de s'éterniser dessus, hein. Justement, pour terminer là-dessus, Barty, justement, je t'ai demandé ceux qui t'avaient déçu, mais ceux qui sont justement au niveau, tu citerais lesquels, justement, si tu avais quelques noms à donner pour des joueurs qui sortent un peu du lot malgré les performances de ce début de saison. Bah, moi, il y a un joueur que je connaissais pas beaucoup, hein. Je regarde pas beaucoup la Ligue 1, mais notre défenseur Gabriel, moi, je le trouve vraiment impressionnant. Et dès les premiers matchs, j'ai beaucoup apprécié sa sérénité. Et ça a l'air d'être un défenseur assez complet, qui donne le maximum, qui a un très bon état d'esprit. Pas de bavure voilà, il n'a pas des excès de colère ou quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il est vraiment impressionnant et c'est très agréable d'avoir un défenseur comme ça. Donc, il y a Gabriel. Saka, de jour en jour, je l'apprécie de plus en plus aussi, hein. Je trouve que quand il est dans le jeu, il a un impact positif. C'est lui qui essaye de casser un petit peu les lignes aussi
en portant la balle au pied, là, il essaye de percer les lignes et de créer des occasions. Donc, pareil, il est super intéressant et pour son âge et pour son expérience, c'est assez impressionnant. Il y a Mohamed Eldeni pendant quelques matchs qui m'a beaucoup plu aussi. Hein. Je me rappelle encore de son match contre Manchester United. J'ai vraiment bien apprécié le joueur, vraiment. Et puis voilà, puis il y a bien entendu Tierney. Tierney, j'adore ce joueur. Déjà, c'est un joueur qui met son t-shirt dans son short, donc il a toujours un truc en plus. Alors, bon, Bellerin essaie de faire pareil, mais c'est un peu plus laborieux. Mais il est vraiment impressionnant, Tierney. Il a aussi beaucoup de caractère. Sa qualité de centre est exceptionnelle, je trouve. Il a une technique de centre assez impressionnante. Et voilà. Bon, c'est plus des défenseurs que des attaquants, hein, et c'est tout à fait normal, mais par rapport à notre dynamique. Mais voilà, ce serait Gabriel et Tierney qui sont vraiment les deux joueurs qui m'ont le plus plu depuis le début de saison. Il y a un thème qu'on n'a pas encore abordé, enfin en tout cas on l'a effleuré, c'est la jeunesse, les baby gunners à Arsenal, qu'on a notamment surtout vu en Europa League, et puis certains, dont Eddie Nketiah par exemple, ou Joe Willock en Première Ligue. Parmi ces jeunes, quels sont un peu ceux qui ressortent, ceux qui encore une fois... euh, ceux qui sont au niveau, ceux qui sont un peu décevants, enfin comment est-ce que vous voyez ces jeunes à Arsenal se comporter en Europa League et en Première Ligue? Est-ce qu'il y a des différences? Enfin, voilà, comment est-ce que vous voyez un peu cette jeunesse d'Arsenal? Moi, je trouve enfin, c'est compliqué parce qu'il y a un tel écart de niveau entre les adversaires que tu as en phase de poule d'Europa League par rapport à ce que tu vas trouver face à toi en Première Ligue, que c'est compliqué de se dire que les baby gunners sont prêts. Alors, tant qu'on les essaye pas, on saura pas. Donc voilà, j'en voudrais jamais à Arteta si un jour il lance ces garçons-là. Après, moi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Willock. On l'a vu faire de bons matchs en Europa League et c'était déjà le cas la saison dernière. Mais dès qu'il est mis en Première Ligue, ça va trop vite. Enfin, il y a trop de déchets, il y a trop des, il prend des tampons parce que les défenseurs sont plus rudes et que ça joue moins. Et derrière, il est pas aussi performant. Donc, moi, je sais pas si les baby gunners d'aujourd'hui sont dignes des baby gunners qu'on a pu connaître quand Wenger mettait les Diaby et compagnie sur la Coupe de la Ligue et où Arsenal allait jusqu'en finale. Donc je ne sais pas si vraiment la clé viendra de l'académie. Je suis pas convaincu à 100% de cette réalité-là. Est-ce que Max, Barty, est-ce que c'est aussi la même chose pour vous, le même constat? Les jeunes sont bons en Europa League, mais en Première Ligue sont un peu trop tendres, pas encore assez habitués au rythme de la Première Ligue, à la vitesse de la Première Ligue? On les voit pas des masses non plus en Première Ligue. On Mm. manque de créativité. On a des joueurs comme Nelson ou Smith Rowe qui ont du ballon et tu les vois. Tu l'as encore vu ce soir. Smith Rowe, dès qu'il a le ballon, paf, il percute. C'est des choses qui nous manquent en PL. Ça coûte quoi d'essayer de toute façon? Ça deviendra. Ils vont pas éclore s'ils jouent pas de toute façon. Donc moi j'aimerais les voir davantage. Après Willock, comme le dit Antoine, je suis toujours dubitatif parce qu'au niveau de son positionnement, on ne sait pas vraiment son poste ni son profil. J'ai du mal à me dire c'est un 10, c'est un 8, on ne sait pas. Même lui, on a l'impression qu'il se cherche un petit peu. Après, bon, en Europa League, ses stats le sauvent parce que l'opposition est faible aussi, on va pas se le cacher, c'est plus facile. Mais je suis un peu Est-ce plus dubitatif est-ce sur Joe Willock et Nketiah. Tout le monde lui tombe dessus, mais il faut pas oublier que c'est un fox, c'est un renard. Il est là pour finir. Si derrière personne lui donne de ballon, il n'aura jamais l'occasion de la mettre au fond. Avec les espoirs anglais, il cartonne parce que derrière il y a du monde pour le nourrir en fait. Donc ouais, faudrait peut-être oser en fait. C'est peut-être ça qui nous manque, oser certaines choses.
Barty, ton avis sur les jeunes, est-ce qu'ils sont au niveau? Est-ce qu'ils ont assez de temps de jeu en première ligue? Est-ce qu'il faut oser, comme dit Max? Ouais, bah, je rejoins les collègues hein, sur Willock, par exemple, qui, moi non plus, j'arrive pas à voir où est-ce qu'on pourrait le mettre sur le terrain, on va dire, dans une position très déterminée. Hein. Je ne sais pas trop, donc il est un peu décevant aussi. Euh, Nelson, est-ce qu'il a assez joué aussi? Est-ce que ce ne vaudrait pas le coup de mettre dans le 11 de départ pour voir vraiment en 60 minutes euh, euh, ce qu'il peut proposer sur un côté ou même en numéro 10, hein, parce que je rappelle que notre souci principal aussi là, c'est qu'on marque pas assez de buts, on manque de créativité. On a quelques joueurs quand même qui pourraient proposer, pourquoi pas, des choses en termes de créativité. Il y a Nelson, il y a Smith Rowe, moi j'adore ce joueur, on le voit un petit peu en Europa League. Encore ce soir, là, Arteta, après le match, disait que la créativité de Smith Rowe est très intéressante et qu'il progresse bien, etc. Donc c'est vrai que voilà, Smith Rowe, donc Willock, je suis déçu. Bien entendu, j'attends avec impatience Saliba hein, en partenariat avec Gabriel. J'ai vraiment envie de voir ce joueur jouer en équipe première. J'espère que ça va se faire. J'espère qu'il va pas partir en prêt. Donc voilà. Et c'est vrai que je trouve un peu Arteta trop frileux sur l'utilisation des jeunes en première ligue. Il y avait des opportunités intéressantes hein, pour les mettre. Et puis, à un moment donné aussi, il faut qu'il soit fidèle à ce qu'il annonce dès son arrivée, Arteta. C'est-à-dire que tout le monde aura la chance de jouer. En tout cas, ça dépendra du niveau des joueurs. Il n'y aura pas de passe droit. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une surutilisation de joueurs qui sont complètement décevants. Et pour les jeunes qui sont derrière, qui attendent, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre. Donc, j'attends vraiment que Arteta tente des choses avec les jeunes. Et puis voilà, puis si ça marche pas, bah ça marche pas. Au moins il aura tenté. Et ça devra certes passer par le mercato cet hiver hein, pour la créativité, je parle. Mais, euh, mais il faut tenter avec les jeunes qu'on a. Et je pense qu'on a vraiment un très bon potentiel euh, dans le club. Il nous reste à peu près, on va dire, 5-10 minutes avant de refermer ce podcast. Je vais accueillir, alors ton nom c'est LP Juice, si je dis pas de bêtises, salut. Salut, salut à tout le monde. Ça va. Alors du coup, est-ce que tu as, je sais pas, un thème que tu voulais aborder ou une réaction notamment sur les jeunes dont on parlait juste avant, enfin, de quoi tu voulais parler? Oui, moi c'est surtout sur les jeunes. C'est surtout sur les jeunes parce que ça a été très bien dit. Arteta est frileux. Moi je pense qu'il est frileux de tout parce que très clairement, je ne pense pas réellement qu'on ait besoin d'acheter de nouveau des joueurs. On en a acheté, on a acheté Pépé, on attend que Pépé nous prouve quelque chose. On a acheté Willian, on attend que Willian nous prouve quelque chose. On a acheté pardon, énormément de joueurs et on attend quelque chose. Donc ça veut dire que acheter pour acheter, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. On le voit en Europa, qu'il y a des petits qui sont en train de toquer à la porte, qui sont en train de montrer au coach que oui, l'opposition, elle est faible, mais on est quand même là. On est quand même là. On a envie de prouver. Parce que jusqu'à maintenant, à part peut-être Liverpool, etc., il y a qui est réellement au-dessus d'Arsenal en championnat? Il n'y a pas énormément de clubs que ça. Donc, je trouve que notre effectif, en fait, résume de tout ce qui se passe autour d'Arsenal. On est frileux de tout. Bellerin, tu ne veux pas l'enlever, je ne sais pas pourquoi. Alors que Cédric vient de te montrer aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas un joueur de classe, ce n'est pas un Alexander Arnold, mais les centres qu'il te met sont plus qu'intéressants. C'est un joueur qui est assez intelligent. Maitland-Niles, tu l'as demandé de rester pour en faire quoi? Tu le placardises, tu le mets en Europa. Lacazette a fait un début de saison, mais de haute volée. Puis il s'est retrouvé où? En Europa League. Vous voyez, en fait, moi, on peut parler de transfert, on peut parler de Arteta, il lui faut des joueurs, etc. Je veux bien l'entendre. Mais quand il a les joueurs, pour moi, qu'il peut avoir et construire quelque chose, et il ne le fait pas, on doit attendre combien de transferts pour avoir qui? Mbappé, c'est pas possible. Neymar, etc. Les grands joueurs, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour avoir tout le temps des joueurs qu'on va
tester, 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 tester et rester là à attendre. Jusqu'à quand, en fait? Donc, moi, je pense juste qu'il faudrait que Arteta se pose et qu'il se dise, j'ai des jeunes qui sont là, je vais les mettre, ils vont me prouver ce qu'ils ont à me prouver, on va reconstruire en partant de là. Oui, ce ne sera peut-être pas la solution, mais on a vu avec Chelsea l'année dernière que ça pouvait aussi être une option. Donc parfois, il faut arrêter d'aller regarder Manchester City ou bien Liverpool. Des fois, juste regarder Chelsea, ce qu'ils ont fait avec les Tammy Abraham, etc., c'est très fort. Donc, acheter des joueurs pour acheter, pour moi, il faut qu'on arrête d'acheter. On peut vendre, d'accord, on peut vendre, etc., mais il faut qu'on arrête d'acheter. Il faut qu'on ait un vrai plan avant de vouloir acheter. Il faut acheter ce qu'il manque. Des créateurs, on en a des millions. Euh, Antoine, Barty, Max, une petite réaction. Est-ce que vous pensez aussi qu'on est en sous-utilisation de nos jeunes, comme dit LP Juice? Bah, oui, je suis d'accord que ça coûtera rien de les essayer. Après, moi, je suis pas aussi convaincu que lui que on a un effectif qui soit si proche que ça des autres gros. Je pense on en est très loin. Voilà, je rejoins complètement par contre ce qu'il dit sur un joueur comme Cédric par rapport à Bellerin. Voilà, Cédric, c'est un international portugais, c'est un joueur qui connaît la première ligue depuis longtemps. Et c'est un joueur qui doit jouer. Maitland-Niles, je suis complètement d'accord. Si tu l'as retenu et si tu l'as pas vendu à Wolverhampton, c'est pas pour lui faire cirer le banc et lui faire jouer l'Europa League. Faut le faire jouer. Après, sur les joueurs créatifs, voilà, moi j'en vois pas tant que ça aujourd'hui au sein de l'effectif et c'est malheureusement ce qui manque. Donc voilà, je comprends ce qu'il veut dire. Je suis pas d'accord à 100% sur tous les points de vue, mais c'est un point de vue qui se défend complètement et ses arguments sont assez cohérents. Merci en tout cas LP Juice d'avoir participé, Merci merci à vous, les d'avoir gars. donné ton avis. Bon courage pour la suite. On va accueillir un autre. Bon courage. Merde. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais. Bon, c'est pas Non, non, bon courage à tout le monde, à tous les fans, de toute façon. grave. Ça, merci. On va accueillir Arsenal Rentriste. Alors j'adore ton pseudo, mais du coup, c'est quoi ton prénom? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Du coup, tu t'appelles Nickel. comment? Je m'appelle Loïc. Loïc. Alors Loïc, est-ce que tu avais un thème particulier auquel tu voulais réagir par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, ou est-ce que tu voulais aussi réagir sur les jeunes dont on parlait juste avant? Non, après, je trouve que vous avez parlé de l'ensemble vraiment des points qui sont assez structurants quoi, par rapport aux problèmes d'Arsenal actuel et depuis des années. Mais la question des jeunes, oui, on peut les utiliser, mais ce sera jamais suffisant. Évidemment, ce sera jamais suffisant. Je me vois mal faire un 11 avec uniquement des jeunes face à des grosses équipes comme Chelsea, comme Tottenham, ou même ne serait-ce que contre Southampton, il me semble, mercredi. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il faut apporter des nouveaux joueurs, je pense. Du coup, Max, Barty, peut-être qu'est-ce que vous en pensez de cette intervention et de la question que pose Loïc? Ouais, c'est intéressant. On a LP Juice. Enfin là, on a deux avis qui sont finalement à la fois les mêmes, mais en même temps différents, dans le sens où il faut utiliser les jeunes. Mais je suis d'accord sur le principe que ce sera pas suffisant et que dans cette volonté à court moyen terme de faire des résultats et de retrouver la Ligue des Champions, hein, parce que ça doit quand même notre objectif en finale. Ça paraît compliqué quand même de faire confiance seulement aux jeunes. Donc c'est vrai que à la fois il faut qu'Arteta se débloque un peu pour faire confiance à ces jeunes qu'on a cités juste avant, mais en même temps recruter malin. Et c'est pas seulement, comme disait LP Juice, acheter pour acheter. Hein, c'est vraiment recruter malin. Et l'exemple le plus symbolique, je trouve, de ces dernières années en Première Ligue, c'est le recrutement de Liverpool, hein, qui a réussi à très bien vendre, en même temps à acheter des joueurs dans ce projet de jeu que Klopp voulait entreprendre. C'était vraiment des profils parfaits et le recrutement a été malin, justement.
il a été malin, il n'était pas trop onéreux, alors à part peut-être pour le gardien et le défenseur central, mais voilà, c'est des recrutements qui ont été utiles et qui ont été utiles très rapidement. Et je pense que c'est sur ce modèle qu'on doit s'inspirer. On va voir où s'embarque le club aussi, hein, parce qu'il y avait, on a des scouts, hein, on a viré des scouts. Je sais pas trop sur quel modèle veut entrer le club, hein, mais voilà, il faut s'inspirer aussi je pense, de Liverpool dans ce principe de recrutement efficace et intelligent. Justement, Klopp, on l'a laissé travailler, on l'a laissé mener son projet, construire son équipe, en apportant des touches, un cocktail judicieux de jeunes pépites avec des gros joueurs, parce que c'est ça qui nous manque aussi, un gros joueur par ligne qui sache aussi apporter l'équipe et être un leader. On n'en a pas de ça. Thomas Partey, on n'a pas assez vu encore pour l'instant. Après, tu vois, il y a des choses qui me... Là, Arteta en conf de presse parle du contrat de Balogun. Il est très content du joueur, il veut absolument qu'il reste. Ok, mais si c'est pour pas lui donner de temps de jeu dans les années à venir ou même à court terme, finalement, à quoi ça sert de former des joueurs qui ont des beaux potentiels pour pas exploiter ces potentiels-là? Il va falloir trouver la bonne solution entre mix de jeunes avec des joueurs cadres. Et comme le disait Barty, ouais, il faut pas acheter pour acheter. Il va falloir peut-être investir sur deux, trois gros joueurs, mais il va falloir que derrière ça suive au niveau du portefeuille. C'est encore ça aussi le gros problème. Mais Messi est libre. Hein. ouais. 1er janvier, tu peux appeler Messi. Hein, ça se tente. Je sais pas où tu sors les 80 millions de salaire qu'il faut lui filer par an. Et selon vous, quels sont les postes qu'il faudrait absolument combler ou apporter des nouveaux joueurs, selon vous? Alors, si on part du principe que Saliba intègre l'équipe, je pense que défense centrale, c'est bon. Moi, je pense toujours qu'il manque un 6, parce que j'aime bien la capacité de Partey à se projeter vers l'avant. Donc, si on doit jouer à 3, je veux bien un 6, un vrai. Mais un 6 de première ligue. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris à Arsenal, et c'était vrai avec Wenger, et c'est vrai depuis que Wenger est parti. C'est cette incapacité à aller prendre les joueurs qui sont bons en première ligue dans d'autres clubs pour les mettre chez nous. Nous, à chaque fois, Arsenal va chercher des joueurs en Allemagne, en France, hein, et il faut qu'ils s'adaptent. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a été chercher beaucoup de joueurs en Allemagne ces dernières années, et ça n'a pas toujours été une réussite en termes d'adaptation. Et Granit Xhaka est pour moi le meilleur exemple. Quand il était à Gladbach, quand je commentais la Bundesliga, c'était un joueur que j'adorais et que je trouvais très bon. Quand il a signé à Arsenal, j'étais vraiment très content. Et depuis qu'il est à Arsenal, il a dû faire une bonne saison en 4 ou 5 saisons depuis qu'il est là. Donc c'est là le problème. Et voilà, il y a des joueurs en première ligue dans les clubs, alors pas forcément dans les autres clubs du top 6, parce que c'est des transferts qui sont compliqués à faire. Mais voilà, il y a des joueurs à Wolverhampton, il y a des joueurs à Leicester, il y a des joueurs dans ces clubs-là qui pourraient apporter et qui pourraient être tout de suite adaptés au championnat anglais parce qu'ils le connaissent. Et moi, c'est un souci que j'ai. À chaque fois, vous faites venir des joueurs qui viennent de l'étranger. Il y en a beaucoup à qui il faut un temps d'adaptation. Et du coup, on perd du temps. Après, Vas-y, Nick. Non, mais après, j'ai aussi l'impression que plus le temps passe, plus cette possibilité d'aller acheter des joueurs du style, comme tu disais à l'instant, Leicester, etc., cette chance, on la perd parce qu'au final, on devient clairement moins attractif. En classement, on occupe de moins en moins des meilleures places. Les coupes européennes, j'ai l'impression que ça va plus les années vont passer, plus ça va être compliqué. Et du coup, je craigne qu'avec le temps, on se retrouve avec un vivier, du moins avec des possibilités de transfert de moins en moins intéressantes. Bien sûr. Et ça me rend triste parce que bon, ça reste Arsenal, quoi. Sur le classement des plus grands clubs européens.
troisième, avoir gagné le plus de championnats. Et moi, c'est une crainte, c'est de voir d'année après année une chute libre au classement, quoi. Et cette année, ça me prend vraiment à la gorge parce que j'ai vraiment l'impression qu'on commence à rentrer dans cette dynamique. Après, il y a les nouvelles règles des transferts par rapport au Brexit aussi qui peuvent changer pas mal de choses au niveau du recrutement. Parce qu'au niveau des Oui. étrangers, ça va être limité. Donc peut-être qu'il va falloir Après, s'orienter ça, vers. j'attends de voir comment ils vont mettre ça concrètement en place parce que ça, Déjà, c'est les clubs encore. avaient demandé un report. Ça a été fait à cause du Covid, mais là, ça va devenir compliqué. Après, recruter des jeunes, ça va être chaud, hein. Mais là, je vois passer quelques noms sur le chat. Là, voilà, Aaron, Buendia, même Cantwell qui est toujours à Norwich. Voilà. Et moi, pour moi, le joueur qu'Arsenal. Alors, Willian était gratuit, c'est une histoire d'agent, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais le joueur, pour moi, à chaque fois que je le vois jouer, et Dieu sait qu'il nous a fait mal quand on les a joués il n'y a pas longtemps, mais le joueur que je rêve de voir en rouge et blanc, c'est Grealish. Grealish, c'est tout ce qui nous manque. Il est technique, il est vif, il a un gros caractère, il a une grande gueule. Enfin, c'est tout ce qui manque à Arsenal, c'est Grealish. Donc voilà, et c'est typiquement le genre de joueur que Arsenal fera jamais. C'est Ça les coûte sous trop cher. aussi. Ça va être cher. Ça va coûter très cher. Là, Ouais, mais ce point de vue-là, c'est. Bon, après, c'est. Après, c'est Eux, ils demandaient 100 millions. paradoxal de mettre 80 millions sur Pépé, qui vient du championnat français et qui vraiment n'avait pas apporté de grosses garanties à part une très bonne saison. Mais Grealish, qui est en Angleterre depuis quelques années, qui pourrait avoir une garantie un peu supérieure. Là, j'ai l'impression que le club ne souhaite pas poser à un moment donné des Même gros. Benrahma. Ouais. Benrahma qui a signé à West Ham après le mercato, enfin, dans la tranche qui est restée pour faire des transferts entre clubs des divisions inférieures anglaises. Benrahma, c'est un super 10. C'est la saison qu'il fait à Brentford. Vu le manque de créativité qu'il y a à Arsenal, il ne peut pas faire de mal, même si ce sera peut-être pas du niveau d'un Maddison, d'un Mount, d'un Havertz, d'un Ziyech, j'en sais rien. Après, voilà, Ziyech, je ne vais pas en parler parce que ça me. Voilà, En tout cas, on arrive à la fin du podcast. On a dépassé déjà l'heure. Et puis, si on commence à parler de mercato et des joueurs qu'on pourrait recruter, je pense qu'on en a on en a encore pour 2 heures. Merci Loïc d'avoir participé et puis d'être intervenu. Merci à vous pour les infos et pour le temps. C'est cool. Eh ben, pas de souci. Je te souhaite une bonne soirée. On va juste finir nous ensemble. On va juste nous finir ensemble sur le calendrier, juste un dernier mot là-dessus, sachant qu'on joue Burnley donc à domicile ce week-end, Southampton à domicile également, Everton à l'extérieur, City à domicile, Chelsea à domicile, et enfin Brighton à l'extérieur pour finir l'année. En écoutant ce calendrier, Antoine, Barty et Max, c'est quoi l'objectif pour Arsenal sur les 3-4 prochains matchs? C'est vraiment d'engranger tous les points? Survivre, je pense. L'enjeu, c'est de survivre. Alors, Burnley, je me fais pas trop de soucis, mais je m'en faisais pas trop déjà pour d'autres matchs qu'on n'a pas gagnés avant. Southampton, c'est largement prenable chez nous aussi. C'est après que ça se gâte, hein. Après, on enchaîne quand même Everton à l'extérieur, comme tu l'as dit, hein, City à domicile, ça c'est pour le FL Cup. Chelsea, Brighton, c'est très difficile aussi à jouer. J'ai un peu peur en fait de la période des fêtes. Voilà, sans faire de jeu de mots. Mais voilà, on verra bien. Je pense qu'il faut relancer la dynamique dès le prochain match là, à Burnley. Si on arrive à proposer quelque chose de vraiment, un jeu alléchant, un jeu avec beaucoup de buts, ça peut relancer l'équipe en termes de confiance. Et voilà, un match peut relancer vraiment la dynamique, donc on verra bien. Antoine, Max, sur cette possible dynamique à reprendre pour Arsenal, comment est-ce que vous voyez le calendrier, les matchs à venir? Ouais, c'est sûr que si tu te remets à gagner un match, 2 matchs en championnat, ça peut relancer. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, les équipes, elles viennent à l'Emirates, elles ont plus peur. Elles savent que si elles font pas d'erreur pour offrir des buts, Arsenal est pas très dangereux et qu'il y a des coups à faire. On l'a vu récemment, les équipes qui sont venues à l'Emirates, elles sont venues pour faire des coups. Ce qui était pas le cas il y a encore quelques temps. Donc
Donc c'est ça qui est le plus inquiétant. Après, oui, de toute façon, il faut prendre un maximum de points, ne serait-ce que pour remonter et aussi enclencher une dynamique positive qui fait que si tu veux faire des joueurs au mercato, bah, tu as des arguments pour les faire venir en disant vous allez venir dans une équipe qui est dans une dynamique positive. Max, si tu veux Ouais, terminer un peu là-dessus et puis aussi terminer par les petits projets que Arsenal French Club a en tête et puis parler un peu rapidement de l'association. Je sais que tu voulais glisser un mot. Écoute, ouais, il serait de bon ton de relancer un petit peu la machine et de renverser la vapeur là, parce que le momentum, ce serait bien de le retrouver. Bon, j'espère que contre Burnley, il y a moyen de prendre 3 points, de redonner un petit peu confiance à certains joueurs qui en ont besoin. Derrière, ouais, de toute façon, la première ligne, maintenant, toutes les équipes peuvent nous battre, hein. C'est tellement difficile comme championnat. Faut trouver un petit peu de stabilité et de régularité, ce qui nous manque cruellement parce que là, on est complètement la tête sous l'eau. Mais c'est justement l'occasion de la ressortir rapidement. J'espère que ça sera dimanche le cas avec la réception de Burnley. Burnley. Mais ouais. Après, ouais, ben écoute, on est comme tous les supporters, on a peur de la suite du calendrier pour les fêtes. Et puis et du Mais coup on va pas dire on va prendre match après match, mais bon, c'est un peu ça. et du coup pour refermer Ouais, cette émission, j'imagine que tu voulais aussi glisser un mot sur ouais, nos bah, je projets à rappelle, venir. ouais, c'était simplement pour rappeler de manière orale les projets qu'on met en place qui nous demandent beaucoup de temps et d'énergie parce que, bah écoute, comme tu le sais plus que quiconque, voilà, c'est du bénévolat tout ce qu'on fait, donc c'est sur notre temps libre, notre temps perso, et c'est très chronophage, mais voilà, on a réussi à monter l'association, donc c'est super gratifiant pour nous parce que c'est 10 ans de travail qui sont pérennisés aussi pour les gens qui ont participé avant et qui font plus partie du groupe, et puis pour ceux qui sont présents toujours, et qui nous permet de voir plus loin, d'avoir des projets un peu plus concrets, avoir voilà, des aides spécifiques pour monter des choses vraiment intéressantes, que ce soit du caritatif ou des choses un peu plus de ce style. Donc voilà, aussi remercier tous les gens qui nous suivent et qui réagissent et qui viennent nous écouter ou lire ce qu'on met sur les réseaux sociaux, parce que c'est surtout pour partager tout ça et dire que après, on est tous dans le même bateau, on est tous réunis pour la même passion, et ça fait vraiment plaisir de voir ça, quoi. Donc c'est cool. Et puis Alexis voulait sa petite dédicace, donc on est obligé de le faire parce que sinon il va m'endormir. Donc voilà, merci Bien sûr. à tout le monde. Et puis, ouais, il y a des gros projets qui vont arriver. Moi, j'ai pas tout envie de dire maintenant. On Ok. verra, on Bon, verra par la suite. sur ce teasing magnifique et sur ces belles paroles, on va refermer ce podcast. Merci à tous, merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir été là. Merci beaucoup Antoine d'avoir pris de ton temps et merci beaucoup Barty aussi Merci également pour d'avoir été là l'invitation. et d'avoir débattu avec nous. Merci beaucoup les gars. Merci et puis bravo pour ce que vous faites. Chapeau. Mais on, Merci on à informe, tous. on vous informe tous Merci et on Antoine s'informe et on se et fait plaisir Barty. aussi en faisant ça. Merci en tout cas à tout le monde et puis je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dimanche pour un nouveau débrief.